Hello everyone. Bienvenue dans un nouvel épisode de The Atalaku Effect. Comme à l'accoutumée, je suis votre hôte Claudel Kamgang et aujourd'hui on va parler de l'âge adulte. Alors ça va être un épisode en 3 temps, j'ai envie de dire 4 temps. Le premier, ce sera une définition simple et courte de qu'est-ce que c'est l'âge adulte. On va parler ensuite de l'âge adulte aujourd'hui versus, ou alors en le contrastant avec l'âge adulte il y a, 30, 40, 50, 60 ans. En gros, qu'est-ce que c'est l'âge adulte pour nous et qu'est-ce que c'est l'âge adulte pour nos parents. On va parler de ce que c'est pour nous l'âge adulte aujourd'hui, en tout cas ma perception de ce que c'est l'âge adulte. Et enfin, que faire ? Et le que faire à la fin, c'est pour ceux et celles qui se retrouvent adultes sans savoir comment ils sont devenus adultes. Bien, qu'est-ce que c'est que d'être adulte ? Qui se retrouvent un petit peu perdus parce qu'ils ne savent pas forcément quoi penser, comment agir, le type de questions à se poser parce que ils sont inondés de questions, de vraies questions, de fausses questions, ou alors tout simplement la vie. Comment est-ce qu'on dit overwhelm ? La vie, là on voit un peu de tout à la fois et c'est difficile de savoir comment s'orienter. Et une question parfois qui vient, c'est mais attends, mais je suis un adulte, qu'est-ce que je suis censé faire ? Alors je vais essayer d'apporter en tout cas quelques éléments qui m'ont aidé, qui m'aident toujours et qui avec un peu de chance vous aideraient ou bien quelqu'un que vous connaissez. Alors l'âge adulte, on va commencer par là. Wikipédia le définit comme l'âge à partir duquel on devient indépendant, à partir duquel on devient suffisant, c'est-à-dire qu'on se suffit à soi-même, l'âge à partir duquel on devient responsable. Alors, rien que dans cette définition, il y a pas mal de questions qui peuvent être soulevées. Qu'est-ce que ça veut dire d'être indépendant ? Qu'est-ce que ça veut dire de se suffire ? Et est-ce qu'on se suffit vraiment toujours ? Et enfin, oui, qu'est-ce que ça veut dire d'être responsable ? Parce que deux personnes, même de la même famille, de deux parents, auront probablement une définition différente de chacun de ces termes. Indépendant, qui se suffit et responsable. Alors moi, je vois plutôt l'âge adulte comme le moment où on réalise qu'en fait, on ne peut compter que sur soi pour prendre des décisions difficiles. Et quand je dis on ne peut compter que sur soi, attention, ça ne veut pas dire que les conseils ne sont pas utiles. Ça ne veut pas dire que personne n'est autour de toi pour vous orienter, pour vous donner leur point de vue, leur avis, vous aider à réfléchir, vous aider à décortiquer la solution, vous aider à avoir un point de vue différent que vous ne considérez peut-être pas parce que la solution est difficile à prendre. Mais quand je dis le moment où on ne peut compter que sur soi, c'est on se rend compte qu'au final, on a vraiment le dernier mot. Et alors qu'est-ce que ça veut dire ? Donc l'âge adulte. Si l'âge adulte, c'est l'âge à partir duquel je me rends compte que j'ai le dernier mot sur les décisions que je prends, qu'est-ce que ça veut dire et d'où ça vient ? En fait, je pars du principe simple que toute notre vie, de la naissance jusqu'à un certain âge, on a été guidé. Beaucoup de décisions dans cet accompagnement ont été prises par des personnes autour de vous pour votre meilleur intérêt. En tout cas, c'est l'idée. Ça commence quand vous êtes né, ce sont les parents, bien sûr, qui décident ce que vous mangez, parce que vous ne pouvez pas parler ni rien dire. Ce sont les parents qui vous lavent, ce sont les parents qui vous habillent. Ensuite, il faut aller à l'école, ce sont les parents qui choisissent la crèche, ce sont les parents qui choisissent l'école maternelle, l'école primaire, le collège, le lycée, et même parfois l'université. Alors parfois à cet âge-là, en général, entre 15 et 18 ans, on est déjà quand même un peu responsable pour se poser la question de savoir quelle est l'université ou l'école d'ingénieur, ou bref, quelle est la suite de ma vie en termes d'éducation, ou même pas d'ailleurs, que j'aimerais donner après le lycée. En général, avant ça, toutes les décisions sont prises plus ou moins par les parents. On va prendre l'exemple du lycée, par exemple. Vous avez une mauvaise note en maths, ça fait peur.
On a l'impression que c'est la fin du monde, c'est difficile. J'ai eu, je sais pas quoi, 4 sur 20 en maths. En plus, je suis en C ou en série S, maths et coefficient 6. Donc 4 sur 20, ça fait mal. Donc comment est-ce que je vais m'en sortir? On peut prendre la décision de cacher sa note, de bosser un petit peu plus. Et bon, quand c'est prochain contrôle, on a 4,5 ou 5, on dit ok, au bout d'un moment, je peux rien faire d'autre. Je sais pas quoi faire. Je vais voir papa et maman. Je vais voir mon professeur d'ailleurs, en premier, qui peut m'orienter avec des exercices à faire, quelqu'un qui peut m'aider. Et après les parents. Et les parents peuvent prendre un peu plus de temps pour réviser la leçon avec moi. Les parents peuvent prendre un répétiteur, les parents peuvent appeler un cousin, une cousine qui s'y connaît en maths, qui peut aider. Mais bon, sur le moment, il y a le problème, si le problème c'est j'ai une mauvaise note en mathématiques, comment j'améliore mes notes? La solution vient d'autres personnes. Encore une fois, la solution peut être personnelle, là je me mets à bosser parce que j'ai négligé et ça change, dans ce cas tant mieux. Mais si ces solutions-là échouent, il y a un renfort, il y a une solution optimale qui, ok, je vais voir les parents et ok, j'avoue, je vais peut-être me faire gronder dessus parce qu'ils vont dire que j'apprends pas machin, mais en tout cas, tu sais que tu peux compter sur eux et c'est eux qui prendront la décision que tu auras qu'à suivre parce que tu sais que, bah écoute, j'y connais rien, je m'y connais pas, donc je vais demander aux parents et je vais me plier à ce qu'ils vont dire, à ce qu'ils vont prendre comme solution. À l'université, on a déjà, je sais pas, pour la plupart 18 ans. Les cours, on les prend avec des amis, des camarades de classe. On a peut-être une chambre sur le campus. On se sent un petit peu plus adulte. C'est-à-dire qu'on est un peu plus adulte, en tout cas un peu moins enfant. Parce que pour certains d'entre nous, ce sont les parents qui payent l'université. Donc évidemment, on a un devoir de réussir. Que ce soit eux qui payent ou pas d'ailleurs, mais t'as un investissement, un espoir des parents, de la famille, quand je dis parents, c'est pas forcément géniteur, hein, c'est tous ceux qui ont une figure parentale, une autorité parentale sur la personne. Donc ça peut être un grand frère ou une grande sœur. Pour ceux par exemple qui ont perdu leurs parents tôt et qui ont été éduqués par leur grand frère, grande sœur, tata, tonton, voisin, ainsi de suite. Alors à l'université, on se crée un groupe d'amis avec qui on fait les cours ensemble, les travaux pratiques ensemble, on révise ensemble, on bosse pour les examens ensemble. Et c'est ce groupe-là, assez rapidement, qui devient quelque part notre compas. Quand on ne sait pas comment faire un devoir, quand on ne sait pas, bah, on va peut-être voir le professeur, mais on se tourne aussi vers les potes de l'université. À l'université, la notion de copain-copine, ça commence à chatouiller un peu. Et d'ailleurs, certains, dès le lycée, hein, je dis université, c'est générique. Mais en tout cas, il y a un âge à partir duquel, quand on commence à être chatouillé par l'autre, avec qui j'ai envie de sortir avec, je sais pas, une copine, comment je fais, mais je sais pas draguer, je sais pas comment m'y prendre, on va pas vers les parents. Je sais que certains de notre génération ont eu des relations assez, je n'ai pas envie de dire poussées, mais ouvertes avec leurs parents. Mais je pense que pour la plupart, la notion de savoir comment approcher l'autre dans le but de construire quelque chose de romantique, ou même simplement pour le sexe, hein, ça passe par les pairs, ça passe par les potes. Donc, déjà, donc entre le lycée et l'université, il y a cette transition de quand quelque chose ne va pas, je demande plus forcément au professeur ou à papa ou à maman ou à une tata ou un tonton, je me tourne vers mes potes. Parfois également en fonction de d'où se fait l'université, en fonction de le niveau d'éducation des parents, du niveau d'ouverture au monde des parents. Parfois les parents n'ont pas la notion, bien la connaissance d'orienter l'enfant professionnellement parlant. Donc parfois aussi que pour savoir quoi faire après l'université ou bien l'école d'ingénieur, on se tourne vers ses pairs ou bien vers des anciens de l'école parce que écoute, si je me retrouve à Paris et que mon père n'a pas fréquenté, mon père s'y connaît pas trop et que mon père ne sait pas trop où se dirige le monde, je ne peux que me tourner vers mes pairs ou vers moi-même pour savoir comment est-ce que
Comment est-ce que je m'oriente? Quel choix de carrière est-ce que je dois faire? Et encore une fois, beaucoup de personnes sont dans cette situation. Certains ont eu la chance d'avoir des parents éduqués, ou bien qui ont été à l'école, ou bien qui s'informent énormément, qui lisent beaucoup, qui sont au courant de tout et peuvent se tourner vers les parents. Mais en général, il y a ce déphasage-là à l'université où on commence un peu à se tourner moins vers les parents ou vers les autorités parentales. Alors à l'université, avec un peu de chance, ça se passe bien. On a sa licence, sa maîtrise, son master, ou on a son diplôme d'ingénieur, on commence à bosser. Et là, peut-être qu'on a rencontré quelqu'un dans notre vie avec qui on construit quelque chose ou pas. Et on avance petit à petit. On se dit, ah, vivement que j'ai 25 ans. À 25 ans, je sais pas trop ce qui se passe. On dit, ok, ouais, j'ai 25 ans, on se dit qu'on est adulte. Parfois oui, parfois non. On dit, ouais, t'es à 35 ans, c'est dans 10 ans, ça fait longtemps. Et parfois on se réveille à 35 ans, on se dit, oula, j'ai 35 ans, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que je suis adulte? Parce que je ne me sens pas adulte. C'est bizarre. Où est passé le temps? Pour certaines personnes en plus, tu as certains marqueurs qui viennent avec la définition de l'âge adulte. Alors pour certaines personnes, être adulte, c'est avoir un boulot. Donc si tu te retrouves au chômage pendant longtemps et que tu n'as pas de boulot, ça peut impacter ta définition d'adulte. Parce que si on revient à la façon dont Wikipédia le définit, c'est être indépendant, suffisant et responsable. Donc c'est dur d'être indépendant et suffisant si tu n'as pas de boulot. Parce qu'encore une fois, on vit dans un monde où pour survivre, il faut de l'argent. Et l'argent, si tu ne le gagnes pas de toi-même, tu le gagnes via quelqu'un d'autre. Et donc il peut avoir ce sentiment de ne pas être un adulte, ou bien d'avoir échoué, ou bien d'être en train d'échouer en tant qu'adulte. Pour certaines personnes, c'est avoir quelqu'un dans sa vie. Avoir un copain, une copine, être marié, voire avoir des enfants. Et donc, encore une fois, c'est une étape qui a été définie dans notre société, et certaines personnes, si n'ont pas coché ces cases-là, ne se sentent pas adultes, ne se sentent pas pleinement hommes, pleinement femmes, ne se sentent pas réussis. Alors, c'est assez intéressant, et j'y viens avec ma compréhension de ce que c'est, ou bien ce que c'était l'âge adulte pour nos parents. Parce que, encore une fois, comparer deux générations, c'est toujours très difficile, surtout une époque comme la nôtre où les avancées technologiques dans les 20 dernières années ont été tellement conséquentes qu'on a l'impression parfois de vivre sur deux planètes différentes. Mais bon, pour le principe de comparer notre génération, ce qu'elle vit avec celle de nos parents, on va quand même se prêter à l'exercice. Alors, être adulte il y a 30-40 ans, ou 50 ou 60 ans, en fonction de l'âge de vos parents, qu'est-ce que c'était? Alors, déjà, d'où ça me vient, ça, comme information? Ça vient des discussions de personnes plus âgées que moi, de la génération d'avant. Donc, ça peut être mon père, ça peut être ma mère, ça peut être... Je ne vais pas citer tout le monde parce que je ne veux pas forcément que les gens se reconnaissent dans ce que j'ai dit, parce que le but, ce n'est pas d'indexer quiconque, mais à travers ces différentes discussions, de générer des espèces de consensus. Donc il y en a qui ont grandi au Cameroun, qui sont devenus adultes au Cameroun, il y en a c'est en France, il y en a c'est en Afrique du Sud, ainsi de suite. Donc, être adulte à cette époque-là, encore une fois, je parle de la génération de nos parents, c'était difficile de planifier. La vie, c'était un peu au jour le jour. Il s'agissait de survivre et la peur l'emportait sur un peu tout. Alors, pour certains, ils ont vu leurs parents qui ont vécu la guerre. En sortant de la guerre, ça se tient que tout le monde est un peu soit traumatisé, soit paniqué par ce qui se passe. Donc, tu as une peur un peu qui envahit tout le monde. Tu as cette notion un peu de vivre tous les jours parce que quand tu as grandi avec des parents qui ont vu ça, ils passaient un jour pendant la guerre sans mourir ou sans qu'un voisin meure, c'est une petite victoire. Donc, ça laisse quand même des traces indélébiles qui sont passées aux enfants. C'est-à-dire qu'en tant qu'adulte, si tu vis dans la peur, de manière inévitable, à moins que tu sois extrêmement dédié à ne pas montrer de quelconque façon ta peur à tes enfants, si tu vis dans la peur,
tu transmettras cette peur-là à tes enfants d'une manière ou d'une autre. Donc oui, du coup, la génération de nos parents, il y a ces côtés un peu où c'était difficile de planifier long terme, pour des raisons parfois politiques également. C'est-à-dire que quand tu vis dans un pays où le régime politique va bas de l'aile, où la valeur de la monnaie ne cesse de fluctuer d'une année à l'autre, tu ne reçois pas forcément de confiance de tes autorités politiques en ce qui concerne le futur économique et politique de ton pays. Bah forcément tu vis dans la peur, donc tu n'as pas forcément le luxe de t'asseoir et de planifier. Tu dis bah écoute, j'ai un boulot, je mets un peu des sous de côté de temps en temps, mais t'as des problèmes de base. Comment je me nourris aujourd'hui, comment je nourris ma femme, mes enfants, et parfois même la famille étendue, éloignée. Parce qu'encore une fois, rappelons-nous que le microcosme de la femme, le mari et les enfants, c'est quelque chose de très récent. En tout cas, je parle des cultures africaines, en tout cas. D'autres cultures, c'est un peu plus ancien. Du coup, ouais, la pression de maintenir sa famille en vie, c'est quelque chose de quotidien. Donc, encore une fois, le luxe de s'asseoir et de se demander qu'est-ce qu'on fait dans 5-10 ans, c'est quelque chose que nos parents n'avaient pas forcément. Et du coup, comme c'est dur de planifier, bah, il y avait très peu de temps pour philosopher. Tu vois, se poser la question de savoir pourquoi certaines habitudes, pourquoi certains comportements. Tu vois, je sais pas, à l'époque, il y avait, je sais pas comment dire ça. Déjà, il n'y avait pas l'accès à Internet était réduit ou bien ça n'existait pas. Donc, enfin, c'était quasiment, clairement pas Internet tel qu'on le connaît aujourd'hui. Donc, beaucoup de connaissances de nos parents venaient encore une fois de leur père. Et quand je dis père, c'est P-A-I-R-S, donc de leurs contemporains, de leurs parents et éventuellement de ce qu'ils voient de temps en temps à la télé. Déjà, pour ceux qui avaient la télé, pour ceux qui accordaient une quelconque importance en dehors du divertissement. Donc, l'aspect philosophie où ça a été ok, alors pourquoi est-ce que comment est-ce que j'éduque mes enfants, comment est-ce que je me pose la question de savoir ou bien d'agir pour que mes enfants ne grandissent pas se retrouver dans telle ou telle situation. C'était pas si commun que ça. C'était pas vraiment si commun que ça. C'est encore une fois, je grandis, je suis adulte, j'ai un boulot, on me dit que l'école c'est important, j'envoie mes enfants à l'école. Et pour certains, ok, comment est-ce que je fais gaffe à ce que ma fille ne tombe pas enceinte à 15 ans? Comment est-ce que je fais en sorte que mon fils ne se retrouve pas papa à 17 ans? Mais ça n'est pas forcément au-delà de ça. Encore une fois, je parle de manière générale. Alors, si vous m'écoutez et que vous dites non, mais attends, mais c'est n'importe quoi parce que mon père n'était pas comme ça, ma mère n'était pas comme ça, je parle de manière générale. Il y a toujours et forcément des exceptions. Donc, peu de temps pour la philosophie, c'est-à-dire que, encore une fois, et je reviens sur le premier point, si le jour où tu dois te poser la question de savoir comment est-ce que je gagne mon pain de demain, si je vis à chaque fin du mois, je mets très peu de côté parce que les dépenses sont élevées au point où je ne peux pas mettre des sous de côté, j'ai très peu le temps de m'asseoir et de me poser des questions philosophiques alors d'où est-ce que je viens, qu'est-ce qu'on fait sur Terre, quel est mon but dans la vie, est-ce que je suis sur la vie, est-ce que je suis venu sur Terre pour être mécanicien, pour être plombier. Ah non, tu lèves le matin, tu vas, tu bosses, tu te fais tes sous. Si tu as un boulot corporate, tu prends ton chèque à la fin du mois et puis ça s'arrête là. Il y avait très très peu de luxe philosophique. En termes de relations, celle de nos parents était, encore une fois, je parle de manière générique, soit arrangée, soit de convenience. C'est-à-dire que, je vais rephrase. Ils se posaient beaucoup moins de questions que nous en termes de compatibilité. Je pense que c'est le meilleur moyen de... c'est-à-dire que c'est pas que c'était du laxisme, c'est pas que c'était du... parfois c'était que ça arrangeait dans le sens où... Alors ma mère connaît quelqu'un, une fille qui est bien, elle va me la présenter. On connaît leur famille, ils ont l'air assez sérieux, ils ont l'air assez carrés. S'il y a des problèmes, on saura comment gérer. Allez-y, parlez-vous, qui vous plaisez. Ok, mariez-vous. Ou alors ils se sont rencontrés en boîte comme tout le monde, mais en termes de critères, de tout ce que j'ai pu entendre, c'était beaucoup moins précis qu'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va dire que non, mais il faut
faut qu'elle soit ça en termes de taille, il faut qu'elle soit fit, qu'elle fasse du sport, il faut qu'elle fasse de la méditation 3 fois par semaine, il faut qu'elle ait un boulot. Si je suis dans la diaspora, il faut qu'elle ait vécu à l'étranger au moins pendant 1 an pour qu'elle comprenne ce que c'est qu'un titre de séjour, bien ci et ça. Il faut qu'elle connaisse la difficulté d'avoir un visa. Il faut qu'elle soit un peu coupée de la culture parce qu'on connaît. C'est-à-dire que tu as énormément de critères. Encore une fois, des deux sexes, hein, je parle du point de vue de l'homme, mais c'est générique. Il y a énormément de critères qui n'existaient pas à l'époque. Et encore une fois, quand je parle de critères, je n'apporte pas de jugement de valeur. Je ne suis pas là pour dire que c'est bien ou bien c'est mauvais. Ça, c'est à chacun de se le faire. Je dis simplement ce que j'observe à travers les différentes conversations. Donc ces critères-là, encore une fois, c'est une espèce de luxe qu'on a aujourd'hui, parce qu'encore une fois, quelqu'un peut s'asseoir à Châtelet-Léal à Paris, avoir une application et rencontrer d'autres personnes qui sont à l'autre bout du monde. Alors qu'à l'époque, c'était, encore une fois, si c'est pas à travers la famille, les amis, ou en boîte de nuit, tu étais plus ou moins restreint à ton entourage immédiat ou bien à ces quelques lieux de divertissement. Ce qui aujourd'hui, encore une fois, avec Internet, c'est autre chose. Donc forcément, on a plus de choix aujourd'hui. On est donc beaucoup plus picky que nos parents. Alors à l'époque aussi, du coup, nos parents avaient moins de distractions. Donc, je ne sais pas si ça veut dire que c'était plus facile d'être concentré, si c'était plus facile d'être discipliné, parce qu'encore une fois, il y avait moins de distractions en termes d'Instagram, TikTok, YouTube, Netflix et whatnot. Mais tu avais des distractions, encore une fois, dans le sens où la famille, c'était pas le père, la mère et les enfants, c'était les cousins. C'était comment est-ce que je porte ma famille élargie derrière moi. Encore une fois, ça, je parle pour les parents responsables. Certains et vivaient leur vie de manière personnelle et égoïste, parfois par choix, parfois par manque de choix d'ailleurs. Mais ouais, tu as donc moins de distractions technologiques, moins de distractions parce que quelque part aussi, peut-être que tout le monde autour d'eux faisait la même chose. Tu vois, c'était de ce que, encore une fois, j'ai entendu, hein, c'était difficile d'être entouré de personnes qui avaient des activités drastiquement différentes. C'était soit t'es corporate, soit t'es mécanicien, soit t'es plombier, soit tu as une boutique, un bar, soit tu c'était quelque part, ça n'a pas forcément changé en fonction de où est-ce qu'on se trouve. Mais t'avais moins de distractions. Je sais pas comment, et peut-être que je m'étends un peu plus sur ce sujet qui, j'espère, est assez simple à comprendre, mais nos parents étaient moins distraits que nous. Alors j'ai déjà évoqué les fortes relations familiales et sociales, qui je pense étaient à la fois peut-être bénéfiques et non bénéfiques. Bénéfiques dans le sens où, de ce que je comprends, beaucoup de problèmes se réglaient en famille. C'est-à-dire que les amis, les collègues, quand on t'en parlait pas, tu avais un problème, tu allais voir la famille. Tu avais un côté assez soudé, encore une fois, cette notion de quand tu pousses quelqu'un, par exemple, c'est pas que la personne, mais c'est deux familles qui deviennent une. Et ça aidait à régler les problèmes, ça aidait à masquer ou à lisser certaines différences qui aujourd'hui apparaissent un peu plus pointues. Et le plus pointu, une différence, c'est le plus difficile, c'est de l'arrondir ou de la lisser. Et l'aspect parfois négatif, c'est que tu avais une espèce de pression sociale et peut-être familiale aussi qui faisait, et encore une fois, hein, je ne suis pas là pour dire pour qui c'était le plus difficile, les hommes ou les femmes, mais je pense que cette pression sociale poussait parfois certaines relations à être entretenues. Ça peut être des relations amicales, ça peut être des relations familiales, frères et sœurs, ça peut être des relations maritales, dans le sens où, encore une fois, c'est deux familles qui se marient, donc non, il faut supporter, c'est pas grave, les hommes sont comme ci, les femmes sont comme ci, donc tu laisses passer, c'est ainsi de suite. Ce qui aujourd'hui, encore une fois, par contraste, c'est peut-être un peu moins le cas. Certaines personnes ou familles se sont réveillées, entre guillemets, ou éveillées en fonction de comment vous voyez les choses. Et les familles sont peut-être un peu moins soudées qu'à l'époque, ce qui fait que parfois
un problème entre deux personnes, entre quelqu'un et son ami, son camarade de classe, son collègue, ça se discute un peu moins en famille, du coup il y a moins de pression. Encore une fois, quand je dis pression, c'est positif ou négatif en fonction du cas. Et du coup, donc, ça pousse à certaines relations à se casser, encore une fois, pour le bien ou pour le mal. Je n'ai pas de statistiques pour savoir si c'est une bonne chose ou pas, mais c'est juste, encore une fois, un constat. Alors, la génération de nos parents encadraient les enfants. On va parler du côté enfant. Il y avait une certaine dimension physique. Ce que certains appelaient, ils appellent toujours, pour parler du Cameroun par exemple, les enfants de la barrière. C'est-à-dire que certains parents avaient une vision de la société qui, et c'est le cas aujourd'hui, hein, la société se débauche de plus en plus avec le temps. Mais certains parents à l'époque observaient ce qui se passait à l'extérieur, avaient trouvé comme moyen pratique d'encadrer leurs enfants, de les garder à la maison. Donc, c'était tu vas pas forcément jouer avec les enfants du quartier, les enfants du quartier comme on les appelle, hein. C'est-à-dire que c'est des enfants comme tout le monde, parce qu'ils jouent dans la rue, ce sont les enfants du quartier. Encore une fois, pas de jugement de valeur, je ne parle ici que du vocabulaire. Donc tu ne veux pas jouer avec eux au basket ou au foot, parce que ces garçons-là, ou bien ces filles-là, on ne sait pas ce qu'ils font, ils vont t'apprendre des trucs et tout, tu vas finir comme ci, tu vas finir comme ça, donc non, tu veux jouer, tu restes à la maison, tu lis un bouquin. Et puis c'est plus facile, si tu es à la maison, l'enfant il est devant toi, oui, il est dans sa chambre. Donc tu n'as pas à te poser la question de savoir où est mon enfant, que fait mon enfant, qu'est-ce que mon enfant apprend, avec qui mon enfant parle, surtout quand tu sais pas forcément qui l'enfant rencontre à l'extérieur. C'est pas comme si au quartier, dans les quartiers, tout le monde se connaissait, où tu connais le parent, tu connais tel père, telle mère, les mentalités, donc tu peux plus ou moins deviner quel type d'éducation les enfants avec lesquels tes enfants jouent ont eu. Donc c'était plus simple de dire, écoute, tu restes à la maison, tu sors pas trop, si tu veux jouer, tu joues à l'école, tu fais du sport à l'école, mais quand tu rentres après l'école, tu rentres à la maison, tu fais tes devoirs, ça s'arrête là. Alors, encore une fois, je ne vais pas dire si c'était plus simple ou pas, mais c'était différent parce qu'encore une fois, cet encadrement, la dimension physique était assez simple à maîtriser. C'est-à-dire que, à partir du moment où l'enfant est à la maison, dans la barrière, tu as déjà beaucoup de choses auxquelles tu n'as pas à t'inquiéter. Parce qu'encore une fois, l'enfant est là, tu le vois, ou bien dans sa chambre, mais l'exposition que l'enfant a, même à la télé, tu peux plus ou moins. À l'époque, déjà, tu pouvais masquer certaines chaînes que l'enfant ne voit pas, tu pouvais fermer la télé à bout d'une certaine heure. Il n'y avait pas forcément de portable. Téléphone portable, je me souviens, mon premier téléphone, c'était un Nokia 3310, et je pense que j'étais en première. Donc ça, c'était en 2004. Donc c'était pas un smartphone. Tout ce que je pouvais faire, c'était envoyer des textos. C'était même pas de browser, de navigateur dessus. Donc même les téléphones, quand on commençait à arriver, c'était très restreint. C'était ok, mon enfant, s'il y a un problème à l'école, il peut m'appeler. C'était pour être rejoignable. Donc tu n'avais pas cette dimension aujourd'hui. Encore une fois, je ne suis pas père, donc je ne sais pas, mais la dimension d'encadrement ne se limite pas qu'à l'aspect physique, parce que tu peux aujourd'hui enfermer ton enfant à la maison. Il y a un téléphone, il y a un iPad, il y a un ordinateur qui lui donne accès au monde. Donc tu n'as pas l'aspect physique qui marchait plutôt bien à l'époque. Aujourd'hui, est une limitation que les parents d'aujourd'hui n'ont plus. Donc je pense que c'est intéressant de le souligner. Donc tout ce qu'il y avait à faire à l'époque, c'était contrôler l'environnement, c'était contrôler encore une fois l'école à laquelle l'enfant va, donc regarder le curriculum, peut-être parler au professeur, te rassurer que l'école, le lycée, le collège est plus ou moins à une culture qui était aligné avec tes valeurs. Et l'environnement familial, c'était, encore une fois, si t'es que tes enfants à la maison, tu sais comment tu les éduques. Si tu ramènes un cousin, une cousine, une nièce, un frère ou une sœur, tu mets un certain ordre dans ta maison, et cet environnement-là crée l'environnement familial qui est assez sain. Parce qu'encore une fois, c'est toi qui le craft, c'est toi qui le compose. Donc t'as pas à t'inquiéter de ce qui se fait à l'extérieur. En tout cas, tu as moins à t'inquiéter que si encore une fois tu laissais l'enfant jouer ou avoir une vie construite en dehors du cadre familial à la maison. Alors j'ai dit un peu plus tôt, la génération de nos parents était parfois illettrés,
Et même quand ils n'étaient pas illettrés, c'était pour la plupart la première génération à être éduquée, donc aller à l'école. Donc parfois, tu as certaines limitations sur l'aide qu'ils ont pu apporter à certains enfants pour ce qui est du choix de carrière. Parce qu'encore une fois, si tu as grandi avec l'optique, ayant un papa et une maman qui ont vécu la guerre ou le maquis, quoi que ce soit, donc il y a cette peur-là. Le but est très spécifique à la survie. Donc quand tu as passé ta vie à t'assurer à ce que tes enfants ont ce qu'ils veulent, tu n'as pas forcément le temps de planifier, tu n'as pas forcément le bagage intellectuel pour guider ton enfant. C'est-à-dire que l'enfant va à l'école, je sais pas, en Australie, et il te demande qu'est-ce qu'il va faire plus tard. Donc une fois, si entre-temps tu t'es pas éduqué, tu n'es pas un parent qui se renseigne sur comment va le monde, comment va... tu te retrouves un peu dans l'incapacité de guider ton enfant, tu vois. Et c'est pour ça que pour beaucoup de parents, en tout cas en Afrique surtout, c'était il faut être docteur parce qu'on sait que ça paye bien, parce qu'on en aura toujours besoin. Il faut être avocat parce que machin. Enfin, tu vois, il y avait certains métiers qui étaient assez populaires, et qui étaient basés sur l'utilité que la population percevait de ces métiers-là et sur le revenu, la rémunération associée à ces métiers-là. Au-delà de ça, il fallait avoir un père ou une mère un peu plus cultivé ou ouvert d'esprit, ou ouvert au monde, ou simplement chanceux. Ce qui était mon cas. Donc, on a parlé de ses parents. Et puis le dernier point, qui est peut-être un peu un résumé de ce que j'ai dit jusqu'à présent, c'est les soucis de l'âge adulte à l'époque. Encore une fois, il y a 30, 40, 50, 60 ans. Et même en le disant, enfin, j'ai tout à fait confiance qu'entre 60 et 40 ans, il y avait une grosse différence. Donc, ce que je dis là, c'est extrêmement résumé. Donc, je pense que pour le but de ce podcast, c'est vraiment de faire une différence entre la génération de nos parents et la nôtre. Donc, les plus précis d'entre vous me diront que déjà si tu dis il y a 30 et 40 ans, il y a une grosse différence. Oui, j'en ai tout à fait conscience. Le but, c'est de présenter une vue d'ensemble. Je suis pas là, je suis pas sociologue ou bien philosophe pour entrer clairement dans les dates et éclaircir ces différences-là. Donc oui, les soucis de l'âge adulte, donc pour nos parents, encore une fois, c'était leur propre survie, la survie de leur enfant, le patrimoine, bien sûr, laisser quelque chose sur Terre. Et en général, c'était très orienté sur les enfants. Il y avait, comme toujours, bien sûr, il y avait cette notion de qu'est-ce que, pour certains de nos parents, quelle est la trace que je laisse dans la société. Mais même ça, à l'époque, je pense, c'était un peu un luxe. Tu vois, beaucoup de parents, encore une fois, c'est dur de parler en généralité parce qu'en fonction de, tu vois, rien que tu viens entre la France et le Cameroun, t'as un gros fossé. Mais bon, je pense que ceux qui m'écoutent, des données que j'ai pu voir de ceux qui m'écoutent se reconnaîtront dans ce que je dis. Donc, encore une fois, j'ai pas besoin d'être plus précis que ça. Et je pars du principe que ceux qui m'écoutent ont l'esprit suffisamment ouvert pour ne pas s'enfermer uniquement dans ce que je dis. De voir les nuances que je ne présente pas forcément, mais savoir qu'elles existent et savoir que généraliser un sujet comme celui-ci est un exercice difficile. Donc, je compte sur votre clémence. Alors maintenant, contrastons l'âge adulte de nos parents avec notre âge adulte. Et je pense que c'est assez facile à voir parce que ayant présenté les difficultés ou bien la façon de voir de la génération avant nous, c'est facile de voir avec l'avènement technologique et le reste ce qui a pu changer. Alors, notre génération, alors regardons les données. Là, on peut parler globalement parce que toutes les données montrent qu'il y a entre 30, 40 ans et aujourd'hui, la famine a drastiquement diminué. La mortalité infantile a drastiquement diminué. L'avènement des vaccins, l'avènement technologique,
les organisations locales, internationales. Il y a suffisamment les efforts sur l'éducation, sur la santé. Il y a énormément d'efforts qui ont été faits et je pense que c'est safe de dire que notre génération se soucie un peu moins de notre survie au quotidien par rapport à celle de nos parents. Alors, aujourd'hui, nous sommes quoi, le 28 février. Quelqu'un peut écouter ça et me dire, ah non mais attends, mais là, entre la guerre en Ukraine, le réchauffement climatique, on est concerné, on est alors, et encore une fois, c'est là où j'appelle à votre clémence et ouverture d'esprit. C'est impossible d'entièrement résumer la pensée de toute une génération. Donc forcément, ça reste global. Et je pars sur le principe que, encore une fois, vous qui m'écoutez, comprenez où est-ce que je vais. Il ne s'agit pas ici de faire une liste exhaustive, bien sûr. Et je ne suis pas en train de dire que notre génération connaît moins de problèmes. C'est simplement des problèmes différents. Je pense que, ayant grandi avec des parents qui ont connu la guerre, c'est entièrement différent de notre génération qui, encore une fois, pour beaucoup sortant du lycée, ont eu le luxe de se demander qu'est-ce que je veux faire comme métier demain et pas quel est le métier qui est disponible que je puisse faire demain pour garantir que j'ai quelque chose à manger. Déjà rien que pour moi, ne parle même pas de famille. Donc oui, je pense que on a un peu moins de soucis dans le sens où on se pose pas la question tous les jours de ce qu'on va manger. Tu vois, encore une fois, rien que l'avènement technologique a donné naissance à tellement de métiers dans tellement d'industries que nous sommes par rapport à nos parents beaucoup plus chanceux de pouvoir trouver des boulots qui aujourd'hui, à l'heure où je parle, ne demandent même pas de quitter la maison. C'est-à-dire que tu peux être... tu peux dormir, te réveiller à 8h30, tu as un premier meeting à 8h35 et tu le prends ou même de ta chambre, de ton lit. Ce qui pour nos parents, encore une fois, c'était parfois 3 heures de commute, il faut prendre le train, il faut prendre le bus, il faut se lever tôt, il faut marcher pendant 2-3 heures. Donc sur ce point de vue-là, je pense que nous sommes un peu plus chanceux. Et encore une fois, je vais le redire pour la dernière fois, je généralise. Alors, être adulte aujourd'hui, pour notre génération, c'est intellectualiser un peu tout. Je pense que nous sommes un peu moins pratiques et un peu moins pragmatiques que nos parents. Encore une fois, pourquoi ? Parce que, l'éducation, c'est-à-dire que tu vas à l'école, tu apprends 18 000 frameworks différents. Comment penser à ci, comment penser à ça. Tu as un bouquin qui va te dire comment éduquer tes enfants. Tu as un bouquin qui va te dire comment mener ta carrière. Tu as un bouquin qui va te dire comment trouver ton but dans la vie. Un bouquin qui va te dire comment perdre du poids, comment arrêter de boire. C'est-à-dire que le niveau d'éducation, encore une fois, personne, je pense, ne peut être contre l'éducation, mais force est de constater que de nature, certains d'entre nous, et moi le premier, j'en suis pas forcément très fier, intellectualisent beaucoup de décisions, même parfois les décisions simples que nos parents prenaient d'un claquement de doigts parce que parce qu'il fallait être pragmatique, parce qu'il fallait être pratique, encore une fois, parce qu'il n'y a pas forcément ce luxe de se poser 10 000 questions. C'est ok, je pense A, B, C, est-ce que ça va le faire ? Et j'y vais. Et encore une fois, c'est pas une bonne chose, une mauvaise chose, c'est juste simplement différent. Je pense que pour beaucoup de choses, dans beaucoup d'aspects, le fait de se poser ces questions-là et le fait d'intellectualiser beaucoup nous pousse à prendre des décisions parfois qu'on assume un peu plus, qu'on comprend un peu plus, qu'on peut supporter un peu plus, parfois avec des données à l'appui. Mais l'autre point aussi parfois, c'est que ça nous laisse dans l'indécision, parce que le fait d'intellectualiser, tu peux décortiquer, creuser et en fait pédaler sur place. Parce que tu te poses une question, tu y réponds, tu as une autre qui arrive, tu y réponds, tu as une autre qui arrive. Parfois, ça crée un peu... ça crée une situation où il n'y a pas forcément d'urgence d'agir. Parce qu'encore une fois, pour quelqu'un qui a un boulot stable, peut-être une famille stable, il n'y a pas forcément grand-chose qui te pousse à prendre une décision tout de suite. Alors que, encore une fois, quand tu peux perdre ton boulot du jour au lendemain, quand
tu sais pas ce que ton fils ou ta fille va manger demain, ça te pousse à être un peu moins dans la pensée, beaucoup plus dans l'action. Donc oui, comme on le dit au Cameroun, vous qui avez trop fréquenté, vous réfléchissez trop. Et du coup, ça passe aussi ça mène à quoi? Ça mène au fait que nous n'utilisons pas beaucoup l'intuition comme data point. Je pense on parle parfois de l'instinct maternel, on pense parfois, et là je parle beaucoup plus du Cameroun quand je vais parler des signes. Tu vois, nos parents parlent parfois des grands-parents qui ont fait un rêve, qui était interprété. Et il y a quand même une importance assez particulière quand ta grand-mère, quand je parle de nos parents, donc grand-mère, les parents de nos parents, t'appellent pour te dire hey, ce que tu vas faire là, fais attention. Je pense que de nos jours, c'est un peu. On le brosse un peu du revers de la main, on se dit bon, ok, d'accord, elle a fait un mauvais rêve, je vais pas non plus m'arrêter. Je pense que notre génération accorde un peu moins d'importance à cette intuition-là, à ce certain feeling. Tu vois, on se retrouve dans des situations où on commet une action, où on dit quelque chose, on fait quelque chose, le résultat est négatif, et derrière on se dit mais putain, je savais. Il y avait un truc qui ne se sentait pas, j'étais sûr que ça allait pas arriver, mais on sait pas forcément comment. Alors premièrement, comment définir ce sentiment-là, ce feeling-là, cette émotion-là, je sais pas quel vocabulaire y accorder. Et même quand on le ressent, on ne sait pas forcément quelle importance y accorder. Tu vois, alors, est-ce que je vais pas prendre un boulot parce que il y a un truc qui cloche, il y a un truc qui paraît bizarre. Est-ce que c'est non. Qu'est-ce qu'on fait? On intellectualise, on s'assoit, on essaie de mettre sur papier. On est beaucoup moins in touch, comme on le dirait, avec ce sentiment que certains peuvent appeler superstition, ou bien, enfin, encore une fois, chacun apporte l'importance ou bien le vocabulaire qu'il veut à ce sentiment-là, mais je suis sûr que chacun d'entre vous l'a vécu un peu, ce feeling, ce quelque chose qui dit il y a un truc qui a l'air bizarre, il y a un truc qui passe pas. Et donc, une fois, de tout ce que je vois, mais de ce que j'entends, beaucoup plus d'importance était apporté à ce sentiment-là, à ce feeling-là à l'époque qu'aujourd'hui. Et ça, encore une fois, pourquoi? Parce qu'on est très porté sur l'intellectualisation. Tu vois, on veut des données, on veut de la data, on veut de l'aspect intuitif, l'aspect un peu j'ai un bon feeling. Notre génération le cultive un peu moins. Encore une fois, à chacun de tirer des conclusions, si c'est une bonne ou une mauvaise chose, parce que dans un épisode précédent, j'ai parlé à travers la méditation de comment cultiver ce feeling-là. Donc si ça vous intéresse, écoutez l'épisode précédent si vous parlez anglais, ou bien l'épisode sur la méditation si vous voulez écouter quelque chose en français. Alors du coup, vu qu'on intellectualise un peu tout, on a du mal à trouver la bonne balance, le bon équilibre entre intellectualiser et juste se lancer. Tu vois, et ça peut être dans une relation, ça peut être pour un boulot, ça peut être pour changer d'environnement, ça peut être parce qu'encore une fois, on rumine, on se pose des questions, on n'est pas sûr. Ouais, mais est-ce que peut-être on se pose des questions, et donc par rapport à nos parents, je pense, on est un peu moins équilibré. On a une balance qui est beaucoup moins fixe. Encore une fois, parce que les relations sociales sont différentes, parce que on est plus éloigné aussi géographiquement parlant. Il faut dire ce qui est. La diaspora de tous les pays ne cesse de grandir avec le temps. Donc forcément, si tu compares ça avec des familles qui ont grandi quasiment à quelques kilomètres l'un de l'autre, forcément, tu as moins de contact physique, tu as moins de contact tout court. Ce qui est assez paradoxal parce que tu te dirais qu'avec l'avènement des réseaux sociaux, on se parlerait plus tous les jours de temps en temps. Mais force est de constater que nous sommes de plus en plus isolés comme génération. Et ça, tout le données le montre. Dans quasiment tous les pays, en tout cas tous les pays où ces données sont accessibles. Donc si je veux savoir quel est le taux d'isolation au Cameroun, malheureusement, je n'aurais pas de données parce que ça ne se fait pas. Mais aux États-Unis, en France, un peu partout en Europe, même en Asie maintenant, tu as des données qui montrent que, encore une fois, le taux d'isolation ne fait que grandir. Et ça mène au suicide, ça mène à ce qui se passe aux États-Unis où tu as des shootings à gauche à droite, parce que les jeunes passent leur vie dans les jeux vidéo, parce que, enfin bref. Donc voilà,
je pense que il est difficile d'établir un constat différent que par rapport à nos parents, malgré le fait que nous avons beaucoup plus d'outils, malgré le fait que techniquement nous avons accès plus facilement à beaucoup plus de connaissances sur quasiment tous les sujets qui pourraient nous intéresser, nous sommes un peu moins équilibrés. Alors, avant d'aller sur quoi faire, je vais parler de quelques catalystes qui peuvent propulser certains d'entre nous à l'âge adulte. Alors, ils sont connus, hein. Trouver un boulot, commencer à travailler, et ça peut ouvrir l'esprit dans la mesure où la personne se rend compte que le monde n'est pas bisounours. Avoir des collègues, un boss peut-être assez différent, on te tire dans les pattes, la compétition s'ouvre à toi de manière beaucoup plus difficile que dans le passé. C'est-à-dire que c'est pas à l'école où tu travailles et tu as de bonnes notes, ça va, non. Maintenant, pour être promu, tu as 10 000 personnes autour de toi qui veulent être promues également. Donc comment est-ce que tu te démarques, comment est-ce que tu as d'autres types de questions à te poser, tu as d'autres problèmes à résoudre, et donc ça peut te propulser rapidement à l'âge adulte et te pousser à sortir un peu de la vision d'enfant, encore une fois un peu bisounours. Autre point qui peut catalyser certains d'entre nous à l'âge adulte, c'est la perte d'un être proche. C'est une grosse remise en question, hein, encore une fois, pour beaucoup d'entre nous, parce qu'encore une fois, tu confrontes la mort en face, et ça vient en général avec un certain regret. Tu te poses des questions, mais qu'est-ce que je faisais? Pourquoi est-ce que j'appelais pas cette personne plus souvent? À quel point est-ce que j'étais busy? À quel point est-ce que j'étais occupé pour ne pas penser à l'appeler même 5 minutes tous les dimanches? Pourquoi j'appelais pas ses enfants plus que ça? Est-ce que, encore une fois, ça peut... mais ces questions-là, encore une fois, ça te sort un peu d'une espèce de sommeil qui est parfois inconscient, parce que c'est, encore une fois, tu vis ta vie au jour le jour, au quotidien, et cet événement brutal-là te rappelle à l'ordre, et te rappelle qu'encore une fois, ceux autour de toi, et toi y compris, n'est pas éternel. Donc ça te pousse à être un peu plus conscient de comment tu gères ton temps, donc ça te rend un peu plus responsable, un peu plus adulte. Pour certains, c'est avoir un enfant. Tu te rends compte que c'est plus juste toi, ou bien juste toi et ton conjoint ou bien ta conjointe, mais tu as tout un être humain à garder en vie. Donc forcément, ça te responsabilise, parce que si tu passais si tu passais ta vie à t'amuser, à avoir du fun, pas de sous de côté, il faut maintenant te poser la question de savoir si tu es viré demain, si tu perds ton boulot demain, est-ce que ton fils ou ta fille aura de quoi manger? Donc forcément, ça te responsabilise, ça te fait grandir, ça te fait réorienter ta vie différemment. Comment tu passes ton temps, comment tu mets ta propre santé. Je connais des parents qui n'accordaient pas forcément d'importance à leur corps en ce qui concerne l'activité physique, ou bien ce qu'ils mangent, ou bien ils fumaient, ou bien c'est cela. Et puis, oula, faut peut-être faire gaffe. Tu vois, si je suis bourré matin, midi, soir, est-ce que c'est l'exemple que je veux donner à mon fils ou à ma fille? Si je fume un paquet de cigarettes par jour, je dégrade mes poumons. Si je me retrouve à mourir à 45 ans, est-ce que je veux vraiment laisser mon fils tout seul? Donc beaucoup de personnes réorientent un peu leur vie et commencent à prendre soin d'eux-mêmes également, quand ils se rendent compte que tu as quelqu'un d'innocent, quelqu'un qui a besoin de toi pour ta survie. Forcément ça te réveille un peu. Enfin, il y en a plein d'autres, hein. Je pense que chacun a des catalystes et des événements qui arrivent dans leur vie qui te jettent un peu un coup de froid et te forcent à réévaluer ta vie et à te poser des questions que jusque-là tu ne te posais pas. Et ça, encore une fois, c'est un pas en avant pour l'âge adulte. Et du coup, ça vient à une question, pas une question en soi, mais ça vient à une réalisation de l'âge adulte. Il n'y a pas d'âge en fait pour être adulte. Et ça, c'est super important, parce que je vois beaucoup de personnes, surtout quelques-uns de mes mentees, ils ont entre 20 et 25 ans, qui s'établissent des objectifs pour un certain âge, ou bien qui se disent que non, mais à ce moment donné, là, je vais faire ci, je vais faire ça, et j'aurais raté ma vie, ou bien je ne serais pas content de moi si à cet âge, j'ai pas ci et ça. Et c'est difficile
de conseiller ces gens-là, parce que je me dis, bon, d'un point de vue, c'est positif, parce que tu dis, si quelqu'un a un objectif, c'est toujours mieux que quelqu'un qui avance dans la vie de manière un peu errante, c'est-à-dire que le vent souffle à gauche, je vais à gauche. Donc avoir un objectif, c'est important parce que ça te pousse un peu, ça te force quelque part à être discipliné, à être focus, à check-in de temps en temps pour voir comment est-ce que j'évolue. Est-ce que je me suis perdu entre-temps? Est-ce que j'ai regardé à gauche, j'ai été distrait par ça ou ça? Ça t'aide un peu à te remettre sur le chemin que tu as tracé pour toi-même. Mais en même temps, ça peut être aussi une forme de stress et de peur pour certaines personnes parce qu'encore une fois, c'est quand on se retrouve à 35 ans, 40 ans, on se dit oh, putain, mais j'ai pas ci, ça, j'ai raté ma vie. Bah, rappelle-toi que c'est toi tout seul qui t'as dit qu'à cet âge-là, tu dois faire ci et ça. Ou alors c'est toi qui as cru à la société qui t'a fait croire que si à cet âge, t'as pas un boulot, ou bien tu n'es pas au moins VP, ou bien machin et tout ça, c'est un construct. Ça, c'est une idée qui soit vient encore une fois de la société, soit vient de toi, mais ça reste une idée. Et encore une fois, tu n'es pas tes idées, personne n'est ses idées. On a tous des pensées, on a, je sais pas, 10 000 pensées par jour. Si quelqu'un s'attache à une de ces pensées, dire que non, mais en fait, je m'étais dit ça et c'est pas le cas, donc je suis une failure, je suis un loser, je suis... Non. Il ne s'agit pas d'être super soft, il ne s'agit pas de se dire qu'on va faire des choses et si on ne les fait pas, bon, bah, c'est pas grave. Non, encore une fois, il faut être sérieux, il faut avoir des objectifs, il faut être responsable, mais il ne s'agit pas non plus de s'auto-flageller et aller jusqu'à se trouver ridicule, loser, ou même encore une fois pour certains, aller jusqu'au suicide, simplement parce que certains objectifs n'ont pas été atteints à un certain âge. Et c'est de plus en plus important de nos jours qu'on se rappelle ou qu'on rappelle à ceux autour de nous, qu'encore une fois, certains événements de la vie, certains constructs ont été définis par la société et rien ni personne ne nous pousse à les suivre. Tant que c'est légal, encore une fois, on va pas non plus, on a beau être ouvert d'esprit, ainsi de suite, il faut que ça reste légal. Donc je suis pas en train de dire va faire n'importe quoi, va dire n'importe quoi parce que tu te défais de la société, parce que tu fais ce que tu veux. Non, tu as un but précis, tu es qui tu es. À partir du moment où c'est légal, le reste, enfin, do you, comme on le dit. Alors, l'autre point, encore une fois, avant d'aller sur que faire, l'un des problèmes que je me rends compte de plus en plus, et parfois, encore une fois, j'ai été victime de ça aussi, quand on te retrouve à un âge adulte et quand on avait des objectifs qui n'ont pas été atteints, on peut se retrouver poussé pour une raison ou une autre à se désolidariser de nos propres valeurs. On va se dire, non mais attends, mais j'ai 40 ans, j'étais censé être VP, je ne suis pas encore VP, donc ok, j'en ai marre. Je vais faire des choses, je vais dire des choses qui sont contraires à ce que je pense sont mes valeurs, simplement parce que je n'ai pas atteint mes objectifs, ou bien simplement parce que la vie ne m'a pas donné ce que je pense que je méritais. Et là-dessus, j'ai toujours une question, je me dis, mais attends, mais qui t'a dit que tu méritais quoi que ce soit? Qui t'a dit que la vie était juste? Qui t'a dit que parce que tu mettais l'effort dans ça, tu aurais une récompense? Personne. Et parfois, la société, ou bien nos parents, ou bien encore une fois, tout le monde pense bien faire. Attends, mais si tu bosses, ça va bien se passer. Mais c'est pas une garantie. Donc, comment est-ce qu'on arrive, certains d'entre nous, adultes ou pas d'ailleurs, à se dire j'ai mis tellement d'efforts pour faire ça, ce n'est pas arrivé, donc je vais faire des choses, je vais dire des choses qui sont contraires à qui je suis, de manière durable parfois. C'est... je sais pas. Encore une fois, hein, je ne le dis pas, peut-être que mon ton le suggère, mais je ne le dis pas de manière qui juge, mais de manière accusatoire. C'est simplement pour nous réveiller un peu sur la notion de je mérite ci ou bien je mérite ça. Je pense n'a pas sa place ou n'a plus sa place aujourd'hui. Et c'est important qu'on le sache. Je connais des gens qui étaient très studieux à l'école, très studieux, très intelligents,
dont pourrait porter à croire qu'il méritait le meilleur boulot au monde, la meilleure vie au monde, mais c'est pas le cas aujourd'hui. Mais encore une fois, c'est mais attends, mais qui nous a dit que tu vois, ça c'était l'encouragement des parents de la société. Non, mais attends, mais si tu fais ça, si tu vas à telle ou telle école, si tu es censé, tu vas avoir le respect, tu vas avoir mais qui. Et du coup, ça crée des attentes dans la tête des enfants. Ils se retrouvent à l'âge adulte. Et ils n'ont pas forcément le résultat de ces attentes-là. Et ça crée des crises de personnalité. Et du coup, ça. Mais non, c'est très important. Oui, encore une fois, poussons les enfants, poussons les autres, poussons-nous à nous dépasser, à en faire plus, à rester carré. Mais gardons en tête qu'encore une fois, la vie ne nous doit rien. Et que la relation de cause à effet n'est pas si établie que ça. Il y a une grosse dose d'aléatoire que personne ne contrôle. Et c'est important de l'accepter au plus tôt et pas de se retrouver dans une situation où, encore une fois, parce que la vie ne nous a pas fourni ce qu'on mérite, on se retrouve un peu à mettre tout de côté pour X ou Y raison. Alors certains me diront, non mais attends, mais c'est un peu, est-ce que c'est pas naïf ? Parce que la vie est comme elle est, la société est comme elle est, le boulot est comme elle est, donc oui, parfois je vais mettre mes valeurs de côté parce que c'est le monde dans lequel on vit, mec. Écoute, faut pas être naïf, faut pas être bisounours, il faut être un requin, il faut être. Et là, je pense parfois, je prends l'exemple des, tu vois, je me mets dans la peau de la première femme qui a porté un pantalon à l'époque. Et je me dis, mais j'ai aucune idée de ce qu'elle a pu vivre, tu vois, que ce soit en société ou même à la maison, en termes de, oh mais tu ressemblais à un homme. Ça sert à rien, les femmes c'est pas en pantalon, les femmes c'est en jupe, enfin, j'imagine même pas ce qu'elle a pu entendre à l'époque comme situation. Mais aujourd'hui, je sais pas combien d'années plus tard, qui se posent plus. C'est quelque chose qui ne choque plus, en tout cas pas la majorité. Parce que une femme un jour avait une valeur à défendre, parce que c'est quelque chose qui résonnait en elle, il y avait, elle a ressenti le besoin de le faire, et malgré le reproche, malgré la situation que j'imagine était très difficile, elle a continué, et d'autres femmes se sont liées à elle, et aujourd'hui c'est l'histoire ancienne. Pourquoi j'en parle ? Parce que je me dis, mais aujourd'hui, si je me dis, ok, Claudette Kamgang, tu as des valeurs en tête, tu as des idées en tête, tu as une personnalité en tête, mais mets-les de côté parce que c'est bisounours, parce que la société n'est pas prête, parce que écoute mec, c'est un peu naïf, parce que c'est dur, parce qu'on va te prendre pour un faible, parce qu'on va te prendre pour un mou, parce que c'est pas un homme ne le fait pas, parce que il y a tellement de boîtes dans lesquelles on est enfermé. Je me dis, attends, mais si je pense comme ça, qu'est-ce qui change en fait ? Qu'est-ce qui change ? Alors oui, on va dire, ouais, pour être l'exemple de la femme, il faut avoir une grosse dose de courage pour affronter quasi toute une société, ou bien tous les hommes à l'époque, même je pense certaines femmes certainement, qui te crient dessus. Mais parfois, certains des choix qu'on a personnellement ne sont pas si drastiques que ça. Ne demandent pas à être si courageux que ça. Mais c'est simplement, ok, je vais rester qui je suis. Je vais noter autour de moi ce que je sais n'est pas bien. Mais je ne vais pas le faire simplement parce que c'est ce que tout le monde fait. Et c'est dur, hein, encore une fois, c'est très très dur. Il y a une vidéo sur... je ne sais pas si c'était sur TED.com ou bien sur YouTube qui parlait de comment est-ce qu'un mouvement naît ou bien comment changer une culture. Et je crois que tu avais un pourcentage à partir du moment où je sais pas, c'est 5 personnes ou bien 10% de la population l'adopte, ça devient moins bizarre et puis ça prend. Du coup, je me dis, mais attends, mais si tout le monde se dit, non, mais on ne peut pas changer, on ne peut pas... c'est comme ça que le monde est, ça ne change pas. Et sur tellement de sujets, aujourd'hui, c'est sur le monde du dating, oh, mais les hommes veulent ci, les femmes veulent ci. C'est sur le boulot, ah non, mais moi, il peut être promu, il faut faire ci, il faut faire ça. Et parfois, tu vois des personnes, tu sais, en un bon fond, abandonner leurs valeurs, parfois durablement, parce que c'est ce que tout le monde fait, parce que c'est la norme aujourd'hui, parce que la vie m'a déçu, parce que la vie m'a fourni ce que je ne mérite pas. Et ma question c'est toujours, non mais attends, mais du coup si
Si tout le monde se met à blâmer, si tout le monde se met à critiquer, si tout le monde se dit en fait c'est comme ça que les choses sont, mais qui changera quoi? Tu vois, qui changera quoi? Ceux ou celles d'entre nous qui ont eu à se comporter de cette façon-là pour des raisons X ou Y, je pense que c'est important d'avoir de l'empathie et de la compassion pour soi-même. Tu vois, qui est une grosse chose qu'on n'a plus aujourd'hui, la cancel culture. Tu vois, c'est vrai, mais j'ai appris que tel acteur a fait ça à telle personne il y a 25 ans. Oula, ok, ça y est, c'est un diable. Mais je veux bien voir quelqu'un devant moi qui n'a jamais fait du mal à quelqu'un dans sa vie. Faites-moi un mail ou un message et je vous répondrai. Je comprends vraiment pas. Dans cette notion d'empathie et de compassion, si on commence à la voir pour soi-même, à se dire oui, non, là j'ai déconné, là j'ai fait de la merde, j'étais pas ci, j'étais pas ça, ça devient beaucoup plus simple d'avoir de l'empathie et de la compassion pour l'autre. Et encore une fois, si une personne, deux personnes, trois personnes, le plus de personnes commencent à avoir de la compatie, de l'empathie et de la compassion pour les autres, on change la donne. La cancel culture disparaît. Il ne s'agit pas de ne pas punir ceux qui... Enfin oui, bien sûr, je pense que d'une manière ou d'une autre, la vie se charge de punir ces gens-là. Si ces gens ont vraiment une conscience de manière générale, de toute façon, ils finissent par être rongés par leurs actions. Je ne suis pas en train de dire que la justice n'a pas... Bien sûr, encore une fois, j'espère que ceux qui m'écoutent ont un certain niveau de compréhension où certaines choses n'ont pas besoin d'être dites. Mais encore une fois, de nos jours, on a parfois l'impression de vivre dans des réalités différentes et des planètes différentes, que c'est encore plus urgent aujourd'hui de rappeler ce qui parfois peut sembler évident. Soit parce que ça a été transmis par les parents, soit parce que certaines personnes comprennent certaines choses plus rapidement, soit par chance, j'en sais rien, mais certaines choses doivent être dites. Avoir de l'empathie, avoir de la compassion pour soi, c'est important parce que ça pousse à avoir de l'empathie, de la compassion pour l'autre. Et quand on le fait, ça pousse soi et ça pousse l'autre à être un peu plus vulnérable. Et on sort un peu de ce contexte de jugement où on se pointe du doigt, où on se blâme, ainsi de suite. Donc, ça fait à peu près 1 heure. Je voulais en faire 45 minutes, mais comme d'hab, quand c'est un sujet qui me passionne, je ne peux pas la fermer. Donc, je vais finir par, une manière assez rapide sur... alors, que faire aujourd'hui pour ceux d'entre nous qui se posent des questions sur... que ce soit qui ils sont, qu'est-ce que c'est que d'être adulte, quoi faire, comment s'orienter, se rendre compte qu'il y a des décisions qu'ils doivent prendre. Ils demandent des conseils à gauche, à droite, mais ils ne reçoivent que des conseils, parce qu'en tant qu'adulte, techniquement, plus personne ne te donne des ordres. Même ton boss, tu as le droit de dire à ton boss que tu démissionnes. Et donc parfois ça peut être très difficile parce que ça pose un certain poids, une certaine responsabilité qui n'était pas le cas auparavant. Et en tant qu'adulte, encore une fois, tu es responsable, tu es indépendant. Donc tu te dois de prendre des décisions et de comprendre que les conseils, tu les prends à gauche, à droite, mais la décision finale, c'est à toi de la prendre et à toi de l'assumer. Donc ça peut être assez désorientant. Alors que faire? Que faire pour se trouver soi? Que faire pour savoir si la décision qu'on prend, c'est pas une décision qu'on a prise parce que telle ou telle personne m'a dit ça, parce que j'ai lu ça. Quelle est la décision qui est vraiment soi? Quelle est la décision qui résonne avec soi? Parce qu'également, être adulte, c'est se trouver soi en termes de personne. Être adulte, c'est capable de dire, ok, alors moi, je bois une bouteille de vin par jour parce que c'est un choix. Conscient ou pas, c'est un choix. Moi, adulte, je choisis de faire du sport 4 ou 5 fois par jour parce que c'est un choix et je l'assume. Donc parfois, c'est dur de se dire, mais attends, mais comment est-ce que donc je sais si la décision que je prends, ça ne vient pas de ce qui m'a été transmis par mes parents, par la société, mais est-ce que c'est vraiment moi? Qu'est-ce que ça veut dire? Et comment est-ce qu'on le retrouve, ça? Alors, premièrement, de ce que j'ai pu lire, et encore une fois, certaines études ont été faites, je vais les mettre dans les notes. Demander à ses parents, ou encore une fois aux autorités parentales, ça peut être des camarades de classe, mais demander à l'entourage comment ou qui on était en tant qu'enfant. Est-ce qu'il y a des histoires particulières, des événements particuliers, des comportements particuliers qu'on avait étant enfant?
et réfléchir sur ces aspects-là. Alors un exemple, par exemple, mon père me rappelait l'autre jour que apparemment, je crois que c'était en 6e ou en 5e, il y avait une camarade de classe qui était en conseil de discipline et j'étais allé au conseil de discipline pour la défendre. Alors je sais plus, j'étais pas impliqué du tout dans l'histoire, mais ça me semblait simplement normal qu'il y ait quelqu'un qui l'a pour la défendre. Alors ça me paraissait bien, je me dis attends, mais pourquoi est-ce que je me serais levé pour aller mais c'est un trait de caractère que parfois je ne retrouve pas forcément dans moi aujourd'hui, mais qui a capté mon attention dans le sens où je me suis demandé mais qu'est-ce que ça veut dire. Et je pense bien que si vous parlez à vos parents, vos tontons, vos tatas, des figures parentales, ils sauront vous raconter des traits particuliers. Ouais. Certains enfants, ils appellent parfois des adultes parce qu'ils ont un côté un peu très paternel ou maternel. Certains enfants ont un côté très chaleureux, d'autres un peu plus distants. Certains enfants ont une passion pour, l'écriture, le dessin. Mais en tout cas, retourner à l'enfance, retourner aux souvenirs que les parents et les camarades de classe ont de nous, permet parfois de déceler des intérêts qu'on avait à l'époque. Mais pour une raison X ou Y, la société, la nature, la vie nous a éloignés de ces concepts-là. Mais encore une fois, rappelez-vous, en tant qu'enfant, on n'a pas tout le bullshit ou bien tout ce concept qu'on n'est pas enfermé dans un cocon, on n'a pas autant d'idées préconçues qu'on a étant adulte. Donc de base, ce par quoi ou ce vers quoi on est attiré en tant qu'enfant, ou alors les comportements qu'on a, sont les plus proches de qui on est réellement. Alors autre point pour se trouver, représenter ce que l'on veut faire et voir en l'autre. Alors ça vient de quoi? Ça vient du fait que certains philosophes l'ont dit quand je parle de toi, je parle de moi, ô insensé qui pense que je ne suis pas toi. C'est-à-dire que l'autrui, c'est notre miroir. En général, ce qu'on n'aime pas voir chez l'autre, ce qui nous exaspère chez l'autre, c'est quelque chose qu'on a en nous, qu'on n'a pas décelé, qu'on n'a pas travaillé. Donc en général, quand on observe quelque chose chez quelqu'un, ça nous renvoie à une image soit de ce qu'on a fait, soit de qui on est qu'on n'aime pas. Donc c'est un moyen de se retrouver, d'apprendre ce qu'on n'aime pas en soi. Alors autre point pour encore une fois se trouver en tant qu'adulte, c'est essayer plusieurs choses. Et là, je crois que j'ai fait un épisode déjà sur left brain, right brain. C'est là que certains d'entre nous sont très brainiac cartésiens, plutôt carrés, alors que d'autres sont un peu plus... j'ai envie de dire artistique, c'est-à-dire que pas forcément structuré dans la manière de penser. Alors en général, se trouver là-dedans, c'est faire ce dont on n'est pas naturellement orienté vers. Encore une fois, tant que c'est légal et tant que c'est en accord avec nos valeurs. C'est-à-dire que si je suis un développeur, un ingénieur, je vais essayer de la peinture, je vais essayer du dessin, je vais essayer de l'écriture, je vais essayer un podcast, je vais essayer quelque chose de plus créatif que le code qui pour le coup est quand même vachement structuré. Et pareil, si je suis un artiste, donc si je suis un journaliste, un écrivain, je vais apprendre à coder, ou alors je vais apprendre un métier un peu plus carré, un peu plus structuré. L'idée, c'est qu'à travers essayer certaines choses, on finit par trouver quelque chose qui résonne avec nous. Tu vois, c'est-à-dire que combien d'artistes se sont découverts à 60 ans à adorer la musique et devenir des musiciens fantastiques simplement parce qu'ils étaient enfermés dans un boulot de médecin, d'avocat, et n'ont jamais exploré cette fibre créatrice en eux. Cette fibre créatrice en eux. Donc pareil, essayer différentes choses, sortir un peu des sentiers battus et explorer des intérêts divers peut aider à déceler, à trouver ce qu'on est ou bien ce qui résonne avec soi. Un autre point également qui est attaché au point précédent, c'est avoir une balance entre ce qu'on consomme et ce qu'on produit. Notre génération, par exemple, consomme énormément. Et quand je parle de consommation, c'est pas forcément ce qu'on boit, bien ce qu'on mange, mais également le temps qu'on passe devant un écran, à s'enfiler du TikTok, du YouTube, du podcast. Encore une fois, c'est bien parce qu'on apprend. Le problème, c'est que
chacun d'entre nous a une expérience assez particulière, chacun d'entre nous a un background particulier, chacun d'entre nous a une vision de la vie particulière qui pourrait aider beaucoup plus de personnes qu'on ne le pense. Parce que chaque fois qu'on vit une difficulté, la manière dont on la résout, la leçon que l'on tire de ces difficultés pourrait être énormément utile à quelqu'un d'autre. Et on n'en parle pas pourquoi ? Parce qu'on est timide, parce qu'on ne sait pas quoi dire, parce qu'on trouve que ce ne sera pas intéressant, parce qu'on a honte de parler du problème qu'on a eu, parce qu'en fait, la société, l'échec, c'est pas... tu vois, personne ne dit « Ouais, parle de tes échecs. » Non, je vais garder pour moi. Non, merci. Et c'est dommage parce que du coup, on s'évite des... on apprend beaucoup plus lentement parce qu'on n'a pas ce partage, même parfois entre potes, et parfois un très bon pote. Il y a une espèce de honte un peu. On n'est pas vulnérable parce que non, mais attends, mais ça c'est... Et moi le premier, encore une fois je dis ça, je pointe jamais du doigt sans me pointer moi le premier. T'as beaucoup d'aspects que peut-être un jour j'en parlerai, de difficultés vécues que je partage pas forcément, encore une fois à des inconnus encore moins, mais même parfois à mes proches parce que c'est un peu mais je suis pas sûr, mais c'est con parce que combien de fois on se trouve dans des situations où on pense qu'on est le premier au monde à le traverser. Et quand on tombe un peu, quand je dis, mais attends, mais en fait, mais ça c'est super commun en fait. Mais en fait, on est tous à penser, à croire qu'on nous sommes des flocons de neige uniques. Mais en fait, non, il y a au final très peu de situations que l'on vit qui n'ont pas été vécues par des milliers, voire des millions de personnes avant nous. Donc imaginons si on partageait un peu plus et si on s'enlevait un peu ce côté peur, ce côté honte-là. Donc, pour venir à mon point, la balance entre ce que je consomme et ce que je produis, le fait de produire, c'est une ouverture, c'est un apprentissage que j'ai fait, que je fais pour quelqu'un d'autre. Et puis de manière basique, si tu consommes, tu ne produis pas. À moins que tu ne consommes pour produire juste après. En général, je pense qu'il faut une balance assez saine entre encore une fois, tu viens sur Terre, tu vis ta vie, tu apprends. Il faut qu'il y ait une balance assez saine sur ce que tu produis. Et je pense au-delà de ce que tu produis, juste pour rester en vie, ce qui est ton boulot. Mais ça, c'est encore une fois, c'est mon point de vue. Un autre point, encore une fois, pour se trouver, s'écouter, penser sans engager un dialogue interne. Alors ça, j'aime beaucoup la formulation avec laquelle je suis venu, donc je vais la répéter parce que je suis assez fier de moi. S'écouter, penser sans engager un dialogue interne. C'est-à-dire que ce qu'on fait parfois, on a une pensée, on a une idée, et on suit la pensée. On creuse. Ça peut être un problème, ça peut être... Et on creuse, et on se pose une question, et une autre. Et après, parfois, ça peut durer des heures, des jours, voire des mois, et très rapidement, on tombe dans l'imaginaire. C'est-à-dire que ce dont on parle, ce n'est plus basé sur des faits, sur ce qui c'est... Si je prends l'exemple d'un problème de... Est-ce que quelque chose vous a fait, et ça vous chagrine, ça vous... Parfois, à force d'y penser, on est tellement loin des faits parce qu'on s'imagine « Oh, mais la personne a fait ci, parce que ça, c'est parce que la personne est méchante, mais c'est sûr que c'est parce que ça vient de ci, ça vient de ça. » Et en fait, on se retrouve à 10 000 lieues et on s'enferme en fait dans une pensée qui finalement n'a rien à voir avec la situation en face de nous. Alors, s'écouter, penser sans engager un dialogue interne, c'est simplement noter ce dont on pense et ne pas engager. Et ça, c'est la méditation. Alors, je vais être ce qu'on appelle un broken record et je vais peut-être le dire à tous mes épisodes dans le futur. Mais encore une fois, la méditation, c'est dur de ne pas en parler davantage tellement ça a de bénéfices. Mais encore une fois, rien que le fait de s'observer, penser, ça aide à ne pas s'embourber dans ces questionnements-là. Ou alors même s'ils reviennent, c'est les noter rapidement et puis être capable de snap out of it, être capable de noter, ok, alors là Claudel, tu es en train de penser à ça t'aide pas parce que tu sais où ça va. Et encore une fois, il ne s'agit pas d'éviter de penser, non, c'est simplement le plus tu penses soit au passé, soit au futur, le moins tu es dans l'instant présent. Et la vérité, c'est que tout ce qu'on a, c'est l'instant présent. C'est-à-dire que oui, je peux ruminer toute ma vie ce qui s'est passé hier, mais aujourd'hui, mec,
Aujourd'hui, si je passe 3 heures à penser à ce qui s'est passé hier, c'est 3 heures quelque part perdues. Tu vois, si ça se transforme en une action, quelque chose, et ça passe derrière moi, oui, mais si c'est 3 heures, puis 3 heures, puis 3 heures, et je tourne en rond, ça n'aide pas. Donc, encore une fois, c'est écouter, penser, sans engager un dialogue interne. Ça va également aider à voir, mais quand je ne pense à rien, ou bien quand après le boulot, quand je ne suis pas distrait, qu'est-ce qui me vient en tête? C'est une source assez importante de insight. Ok, en fait, quand je suis fatigué, je me couche dans le canapé, je m'allonge. Voilà ce à quoi je pense. Pourquoi? Et le simple fait encore une fois, de la méditation ou autre, de s'entraîner et d'avoir d'arriver à noter ce à quoi on pense. Encore une fois, je laisse à chacun faire ses propres conclusions, mais il y a énormément de bénéfices qui en sortent. Alors pour finir rapidement, beaucoup moins de distractions. Je pense que notre génération, je ne l'ai dit plus, on est beaucoup trop distrait, YouTube, TikTok. Et l'une des conséquences qui a été prouvée, c'est que notre attention span, c'est-à-dire que la durée de temps pendant laquelle on peut être concentré sur une tâche, ne cesse de réduire. Et ça, c'est dangereux. Tu peux rien produire de durable si tu n'es pas concentré. Si tu n'es pas concentré, tu n'es pas discipliné. Si tu n'es pas discipliné, c'est dur, très très dur, de créer des habitudes qui conduisent au succès. Parce qu'encore une fois, le succès, c'est un mélange de discipline et de focus. Donc si ton focus diminue avec le temps, c'est temps de te dire, écoute, il faut peut-être que je passe moins de temps à être distrait. Et TikTok et toutes ces conneries-là, c'est encore une fois, pour le divertissement, c'est cool. Je suis pas en train de dire qu'il faut pas s'amuser, mais le plus de temps est passé dans ces vidéos à temps court, ou alors ces tweets et qu'on sort à temps court, le plus ça entraîne les gens inconsciemment à se faire des idées rapides basées sur des données incomplètes. C'est-à-dire que combien de personnes, aujourd'hui, parfois j'ai le conseil des gens, on voit une vidéo qui est censée durer 10 minutes. Au bout de 2 minutes, quelqu'un entend quelque chose avec quoi la personne n'est pas d'accord, la personne s'enflamme. Et je dis, mais attends, mais et même parfois dans des meetings, vous avez peut-être vu ça aussi, où vous avez une présentation, vous avez, 10, 15 slides de prévu. Au bout du 4e slide, non mais c'est impossible, on va pas le faire parce que tu as envie de dire, mais attends, mais t'as plus de données que ça. Mais non, en fait, plus le temps passe, et encore une fois, les données le prouvent, avec l'attention qui réduit, on tire des conclusions beaucoup trop vite. On est beaucoup moins patient. On n'a pas le temps de s'asseoir, d'observer, Et c'est lourd, hein, c'est dur. Même moi, encore une fois, c'est des entraînements que je fais toujours, c'est des habitudes que j'essaie de changer, mais le voir et l'observer, c'est assez difficile parce qu'on est tellement rapide à faire des conclusions, à tirer des conclusions parfois en absence de données. Et ça, encore une fois, ça vient. Oui, si tu passes du temps je vais voir une vidéo de 30 secondes, ça va être du fun. J'ai mon dopamine hit. Encore une fois, vous pouvez check sur YouTube ce que c'est que la dopamine. Ça n'aide pas à être focus, ça n'aide pas à être discipliné. Et encore une fois, je vais revenir à la méditation parce que c'est encore une fois un des bénéfices de la méditation. Si vous êtes capable de vous asseoir une demi-heure par jour à simplement observer vos pensées, vous allez vous retrouver et être capable d'être concentré sur certains sujets de manière beaucoup plus longue qu'aujourd'hui. Encore une fois, ce n'est pas moi qui le dis. Vous pouvez check le Huberman Lab podcast. Il a fait un podcast d'à peu près 2 heures sur la méditation. Si vous avez le temps, pour en voir les bénéfices. Alors, je vais finir sur le fait, et le principe que l'âge adulte, finalement, c'est quand on le décide. L'âge adulte, c'est quand on le décide. Mais il vaut mieux le décider au plus tôt avant que la vie ne le fasse pour vous. J'ai parlé des catalystes qui peuvent pousser les gens à sortir un peu de leur enfance. La perte de quelqu'un, un nouveau boulot, un enfant. Malheureusement, en général, on devient adulte à la suite d'un de ces catalystes négatifs. C'est-à-dire que si tu ne décides pas très tôt d'être adulte, la vie va trouver un moyen de te rendre adulte.
Et en général, c'est pas un moyen plaisant du tout. Mais c'est un choix. Ça reste un choix. Tout le monde le sait. Il y a des gamins de 15 ans qui, dans leur manière de penser, réfléchir et agir, sont des adultes. Et il y a des adultes de 50 ans qui ne sont pas adultes parce que ça se voit dans leur manière de réfléchir, ils ont passé un cap. Mais encore une fois, ça part du principe qu'on a une définition commune d'adulte. La personne de 50 ans qui choisit de vivre sa vie comme elle le souhaite, comme il le souhaite, encore une fois, s'il fait de mal à personne, qui sommes-nous pour juger? Mais ça reste un choix. Ça reste un choix. Le choix de se demander aujourd'hui qui je suis, qu'est-ce que je fais, quelles sont les habitudes que je veux pour moi dans ma vie, comment je veux mener ma vie, ce que je fais au quotidien, pourquoi je le fais, est-ce que ça vient de mon entourage, est-ce que ça vient de la société, ou bien c'est quelque chose que je veux vraiment faire. Il y a énormément d'exemples, si l'on prend le temps de simplement s'observer soi en une semaine, où on se rendra compte, mais en fait, pourquoi je fais ça? Dans mon podcast précédent, l'épisode précédent, j'ai parlé de l'alcool, par exemple, et de mon propre cas à moi. Où ça a commencé par un défi, il me dit que pendant 1 an, je ne vais pas boire d'alcool. Ça, c'était entre 2021 et 2022, pas une seule goutte. Et puis je me suis dit, mais attends, mais au bout d'un moment, pourquoi est-ce que j'y retournerais? Ça ne me manque pas plus que ça. Et puis je me suis dit, mais attends, mais comment est-ce que j'ai commencé à boire en fait? Alors oui, à l'époque, quand j'avais 16-17 ans, peut-être un verre de vin à la maison, ouais, pas plus que ça. Quand il y avait des fêtes, ouais, peut-être de temps en temps. Et puis quand je suis arrivé aux États-Unis en école, pendant le MBA, c'était les fêtes à gauche, à droite, j'ai commencé à boire beaucoup plus. Puis je dis, mais attends, mais ok, creusons un petit peu plus. Mon premier verre d'alcool, c'était pas terrible. Je sais pas si c'était le vin ou de la bière, mais c'était un peu amer, c'était pas terrible. Mais non, je me suis dit, ok, non, mais c'est quoi, tu vas t'y faire. En devenant adulte, tu vas boire. C'est un truc que les adultes font, ils sont pas fous, quoi. Donc si tout le monde boit, bah tu bois. En fait, je me dis, mais attends, mais c'est fou quand même. Il y a quelque chose qui m'était techniquement interdit tant que j'étais pas adulte. La première fois que j'ai essayé, c'était pas terrible. Mais quelque part dans ma tête, t'as un truc qui m'a convaincu de non, mais c'est parce que c'est la première fois, t'inquiète, tu vas t'habituer. Du coup, je suis quasiment forcé à m'habituer à l'alcool, alors que ma première réaction naturelle et instinctive était c'est amer, c'est pas pour toi. Donc ça, c'est un exemple assez simple et personnel. Encore une fois, si tu aimes ton Glenlivet de 12 ans d'âge et que je ne suis pas là pour juger, chacun fait ce qu'il veut. Mais d'un point de vue personnel, c'est un exemple assez précis d'une habitude que j'ai prise, mais qui n'était pas moi. Puis je dis non, mais les adultes, au mariage, aux enterrements, mais on boit tout le temps, donc je vais m'y faire. Alors qu'en fait, t'as rien qui m'y poussait. Même les alcools forts, je me souviens pas avoir pris de la vodka, non, de la vodka ou bien du whisky, non, je vais mettre un peu de coca, mais il faut un truc, ça, c'est un peu plus sucré, parce que le goût en soi, il est fort, il est costaud, donc il faut l'atténuer un peu, tu mets un peu de sucre, vodka cranberry, gin and tonic, mojito, c'est là qu'il faut le rendre un peu, Et surtout en plus, quand tu regardes les données, et encore une fois, tu as beaucoup plus d'études aujourd'hui qui montrent que l'alcool agit comme un véritable poison à court terme dans le corps. Je me dis, mais alors en plus, 1, je n'aimais pas le goût à l'époque, 2, je me suis forcé, 3, c'est pas bien pour mon corps, qu'est-ce que je fais? Je vais finir là-dessus, c'est un exemple personnel, pour certaines raisons que je ne comprends pas. Quand je parle de moi qui arrête l'alcool, certaines personnes le prennent à cœur, ils veulent se justifier, non mais l'alcool c'est bien de temps en temps, chacun fait ce qu'il veut. Je ne suis pas en train de dire qu'un verre de vin avec un steak c'est pas, non, mon choix personnel c'est de me rendre compte que l'alcool est arrivé dans ma vie, c'était pas un choix perso, bien c'était un choix perso qui était basé sur ce que faisaient les autres, mais moi perso Claudel, je trouve que l'alcool n'a pas de place dans ma vie et je m'en suis défait. C'est simplement un exemple pour dire que chacun d'entre nous, on trouvera simplement beaucoup d'habitudes, beaucoup de choses qu'on est arrivé à faire, beaucoup de mots qu'on prononce, beaucoup de choses qu'on dit, parce que tout le monde le fait. Et si on prend le temps parfois simplement de s'arrêter, de se poser la question de savoir pourquoi, on revient un peu plus à se découvrir de qui on est, l'adulte qu'on est, ou même parfois l'enfant qu'on est, mais qui on est, qu'est-ce qui résonne avec nous. Et encore une fois, je pars du principe que être soi-même, il n'y a rien de plus satisfaisant parce que du coup, tu
tu te débarrasses un peu des idées préconçues, tu te débarrasses un peu de qu'est-ce qu'on va dire. Alors pour ceux d'entre vous qui ont ce problème-là, c'est extrêmement bénéfique. Alright, fam. Ça fait 1h30. Je voulais faire 45 minutes, mais way too exciting comme topic pour m'arrêter là. Donc, merci à vous, comme d'habitude, de m'écouter. N'hésitez pas à me faire signe sur quel que soit le réseau social. Je pense que le podcast, il est disponible sur Spotify, Apple, un peu partout. Et vous pouvez tweet The Atalaku Effect ou bien reach out sur Instagram, quel que soit le moyen. Vous pouvez m'avoir sur LinkedIn également. J'aimerais savoir ce que vous en pensez. Comment est-ce que vous définissez l'âge adulte? Alright, c'est tout pour moi aujourd'hui. Have a good one. Bye.